Je m'appelle Claudie Cancelier, je suis né en 1945, le 23 janvier exactement, à Pointe-à-Pitre, 56 rue Alexandre Isaac. Je précise l'adresse parce que c'est un quartier, Alexandre Isaac, Duromier, Condé, etc., qui a vu naître un nombre important d'artistes. Il y avait Chaumont Lamotte qui habitait près de moi, Charles Chaumont Lamotte. Il y avait Marie Condé qui habitait face de chez moi. Il y avait Valérie Germain qui habitait la rue Condé. Il y avait Balthazar, la même rue que moi, guitariste, Roclo en face. Il y avait Gérard Loquel qui habitait là-bas. Il y a Lucien Léogan qui habitait un peu plus loin. Donc, si tu vois, c'est un quartier. Il y avait l'orchestre des Frères Fanfans dans la même rue, Font-Logier. C'est d'où sortaient les Massa Saint-Jean aussi. Donc, c'est un quartier qui bouillonnait. Donc, parfois, je me dis que je ne pouvais pas ne pas être attentif et observateur de tout ça. Donc, si tu veux, très tôt, j'ai été très curieux et très observateur de tout ce qui se passait. Et j'ai pris très tôt le crayon dans la main, parce que bon, pour moi, j'ai toujours dessiné depuis tout petit. Et ma sœur avait commencé avant moi. Elle avait même pris des leçons par correspondance. Et moi, je la suivais partout. Donc, en même temps qu'elle faisait ses exercices, moi, je copiais ses exercices, si bien que je me suis très vite entraîné au dessin et à la peinture. Et je me rappelle même que j'ai commencé très tôt à faire des croquis à partir j'allais sur mon balcon, je croquais tous les gens qui passaient, les voisins, tout le monde. Mais vraiment très tôt, je me rappelle même pas quel âge j'avais, mais j'étais très jeune. Et j'ai commencé à faire de la peinture, vraiment la peinture à l'huile, avec un artiste qui habitait dans le quartier. Et cet artiste chez qui je suis allé prendre des cours, à l'époque j'avais 10 ans. Et nous a tout de suite mis dans le bain de la peinture. Vraiment. On a même commencé à peindre en s'inspirant des impressionnistes. Donc, si tu veux, mes premiers tableaux, c'était des tableaux impressionnistes, d'élèves naturellement, mais ça m'a permis de connaître énormément de choses, d'apprendre énormément de techniques au niveau dessin et au niveau peinture. Aussi bien qu'à l'école, bon, j'étais toujours le top niveau, le meilleur, dans toutes les classes, je suis passé depuis le primaire, quoi. Et j'ai une anecdote assez intéressante, c'est que il y avait un prof au bac qui corrigeait le bac, il m'a dit j'ai dû te mettre 20 parce que les autres étaient tellement bons, mais toi tu étais au-dessus. Donc c'est pour te dire j'avais déjà un niveau. Et un truc qui m'avait fait rigoler, que quand je suis rentré aux Beaux-Arts de Rennes, il corrigeait les copies vues 8, 10, 12, 14 et 16. Mon premier dessin, mes vues. J'ai dit, merde, mais t'es là-haut, quoi. Donc, je suis arrivé en octobre, mais au mois de décembre, j'avais déjà que des trucs extraordinaires. J'ai appris très vite les techniques, j'ai appris très vite, j'étais venu pour ça d'ailleurs. Et si bien que au mois de janvier, je faisais déjà des dessins pour tous les amis pour avoir des bonnes notes. Donc, Claudie, fais-moi mon dessin, je veux avoir un 16. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et finalement, pour continuer l'anecdote, te dire comment le dessin était vraiment mon truc. Non seulement j'étais bon, mais j'allais vite. Et je passe en la première année. Mon premier cours, c'était très fouette. Je me suis réveillé 9 heures, je suis en retard. Premier cours, en première année. Je monte à l'étage, je tombe dans le cours. Le mec, c'est le directeur. Le prof, c'est le directeur, tu m'as. Alors, il me dit, bon, alors les élèves étaient alignés en U comme ça. Et puis, il me dit, bon, c'était une académie. C'était une académie, c'est-à-dire un bas-relief et lutteur. Je sais pas si tu connais. Le bas-relief et lutteur.
Il me dit, bon, vous mettez où vous voulez, de face, de profil, de trois quarts, où vous voulez, vous le sentez. Donc, je suis allé, j'adorais faire les trucs de trois quarts. Donc, je me suis mis assis de trois quarts, angle presque fermé, quoi. Avec les lumières, les fausses, les perspectives. On travaillait à l'époque avec le fil à plomb. Figure-toi. Les profs étaient exigeants là-dessus. Le fil à plomb. Le mec, il vient vérifier si ton truc est à l'alignement. J'arrive. Le mec fait le tour. Et tout, enfin, je sais pas si la technique était la même, mais les profs disaient, bon, vous commencez par le croquis simple, machin, ensuite le crayonnage, ensuite la mise en place des ombres, etc. Et ensuite, vous passez... Le mec fait le tour. Il arrive près de moi. J'étais déjà en train de mettre les ombres. Il m'a dit, c'est pas vous qui venez d'arriver? J'ai dit oui. Il dit non, non. Vous êtes déjà là? Non. C'est pas possible. Levez-vous. Le mec s'est mis à ma place, il a pris son fil à plomb. Le mec a vérifié, point par point, il a regardé, quoi. Puis ça habitait un bon. Le mec s'est levé, il m'a regardé. Il m'a dit, comment vous appelez-vous? J'ai dit, Jean-Avec Cancelier. Il m'a dit, ah, ok, je comprends. Ah, c'est vous êtes le frère de Simone. Ma sœur a fait la même école. Donc, le mec, il m'a laissé tranquille toute l'année, quoi. Il n'avait plus rien. Il vérifiait plus rien. Au contraire, il venait voir comment je bossais. Mais c'était dingue. Et au niveau croquis, c'était pareil parce que j'avais une telle expérience déjà. Depuis tout petit, je faisais des croquis. Et il y avait un prof de croquis. On faisait croquis, comment dire, statique et croquis bougé. Et dans une séance de croquis bougé, le mec passe près de moi, me dit, bon, c'est bien. Mais le mec a envie de me dire, on sent que le mec a envie de me dire plus, mais tu vois, il se retient. Et il est resté tout le temps là, près de moi, il n'est pas passé voir les autres. Ce qui veut dire que, je dis tout ça, c'est parce que, pour expliquer aux gens qu'à la base, je suis vraiment quelqu'un qui dessine. Et la peinture aussi, j'ai appris très tôt. Et quand je suis allé aux Beaux-Arts, ce qui m'a déçu, c'est l'enseignement de la peinture qui a été fait parce que c'est moi pas d'accord avec Jean Rapin, quoi. Il n'aimait pas mes couleurs, j'étais trop de couleurs, trop de machin, trop de nuances, trop de contrastes, de machin. Donc c'était plus les trucs flous, les trucs machin, les gris colorés, les machins comme ça. Donc c'est bien que après 2 ans, je suis tombé en plein Révolution 68. Après ça, c'était chiant, quoi, c'était galère. En plus, je commençais à avoir des problèmes de santé. J'ai dit à ma mère, bon, je rentre. Donc, je suis rentré en 69. Et ma première idée, c'était de commencer à peindre et travailler en tant que peintre. Au départ, j'étais parti pour être peintre. Mais je me suis rendu compte que, bon, pour être peintre en 69 en Guadeloupe, il fallait avoir du soutien financier, quoi. Et moi, j'avais pas envie de garder parce que je connaissais déjà mon épouse, on était pratiquement en train de s'installer ensemble. Donc, à l'époque, il y avait une grande demande d'enseignement. Il y avait beaucoup de demandes, donc on n'avait même pas besoin de faire école normale. Donc, je suis rentré comme ça dans l'enseignement pour avoir un revenu, de façon à pouvoir faire ma peinture tranquillement, sans problème. Et c'est comme ça que bon, je suis devenu enseignant. Et d'abord au collège, ensuite dans le primaire, parce que demander à aller au primaire parce que les petits sont plus intéressants. Et tu n'as pas encore les ados qui commencent à avoir des problèmes d'ados. Et donc, le rapport était plus intéressant. J'ai quand même fait 5 ans au collège. Mais j'ai quand même gardé un bon souvenir de ça parce que c'est là où j'ai tout appris. J'ai vraiment tout appris au niveau enseignement. Au niveau pédagogique, je suis tombé sur un mec vraiment génial. C'est lui qui m'a tout appris. C'est comme si j'avais été à l'école normale, quoi. Si bien que, une anecdote pour illustrer ça, j'étais encore remplaçant. J'étais au primaire. Remplaçant. Et il y a une collègue qui était près de la retraite, qui était censée être sur
recevoir les stagiaires de l'école normale. Elle vient et me dit, bon, Claudie, tu voulais pas faire ce stage à ma place, recevoir la stagiaire? Elle dit, mais je suis remplaçant, je suis pas, je ne me vois pas recevoir quelqu'un alors que je n'y connais rien, quoi. Elle me dit, non, plus fort que moi. Mais effectivement, je l'ai reçu, ça s'est super bien passé, j'ai reçu des félicitations, compagnie, donc ça s'est bien passé. Donc j'ai fait une carrière, si tu veux, d'enseignement, je suis resté 30 ans d'enseignement. J'avais décidé depuis le départ, je faisais 30 ans. Et j'ai eu la chance, une grande chance, qu'à l'époque où je suis parti, on pouvait partir à la retraite à 55 ans. Donc je n'ai pas demandé je n'ai pas attendu qu'on change la loi. Je suis parti à 55 ans de façon à pouvoir mieux m'occuper de la peinture, des expositions éventuelles que je pouvais faire. Comme ça que, tout en étant enseignant, j'ai pu faire pas mal de choses au niveau de la peinture. Ma première exposition, j'ai quand même attendu beaucoup. J'avais pas envie d'exposer. Je sais pas pourquoi, je me rappelle même plus pourquoi. C'est mon cousin Joël Girard, un des grands peintres guadeloupéens, sculpteur et peintre. Il vient jouer ici, il me dit, vous avez l'intention de regarder ces tableaux-là? Bon. Et il dit, non, bon, j'ai pas envie d'exposer. Faut dire, à la base, je suis pas quelqu'un je suis pas extraverti. Je suis plutôt dans le style timide. J'ai échoué tous mes examens à l'oral. Donc, il m'a un peu boosté. Il m'a dit, non, faut exposer si bien comme ça. Je me suis décidé, et j'ai fait ma première exposition. On était déjà en 86. C'était à Minnesota, j'avais 35 œuvres. Donc, dont au moins une vingtaine de dessins au feutre indélébile, qui sont tous partis d'ailleurs. Je crois qu'il y en reste un. C'était des dessins que j'ai réalisés d'un seul trait pratiquement. Alors quand je suis arrivé en Guadeloupe en 69, je suis arrivé d'ailleurs la même année que Rovelas. Je ne me rappelle plus lequel qui est arrivé avant l'autre, mais Rovelas, il a commencé à exposer tout de suite. Et nous n'avons d'ailleurs pas le même parcours d'apprentissage, disons. Et moi, j'ai pas voulu exposer. Le paysage artistique était presque nul. Les peintres, on pouvait compter sur les doigts de la main. Et ensuite, il y a eu l'arrivée de Michel Rovelas qui a commencé à exposer tous les 2 ans. Il y a eu Michel Chaumeau-Lamotte, il y a eu Roberto qui a exposé à l'époque. Il y avait un garçon qui s'appelait Bocage, qui était d'ailleurs de mon quartier après la pute, aussi, qui était un des premiers d'ailleurs. Il y a eu, comment il s'appelle, j'oublie son nom, un prof, wow. Bon, son nom m'échappe actuellement, et qui a aussi exposé pas mal. Mais ça se tenait à ça, hein. Ensuite, il y a eu Joël Girard, il y a eu, quelques artistes comme ça, on pouvait compter sur les doigts de la main. Disons les artistes qui avaient vraiment une aura d'artiste et qui montraient quelque chose, quoi. Sinon, bon, il y a eu des petites expositions personnelles avec quelques personnes qui faisaient des paysages, des trucs comme ça, pour s'amuser. Mais parmi les peintres qu'on connaît le plus, c'est ça. Et puis ça s'est développé au fur et à mesure, d'autres peintres sont arrivés, et d'autres artistes sont arrivés petit à petit, mais très lentement. Et on allait... Quand j'ai commencé à exposer, c'était déjà plus... il y avait déjà beaucoup plus d'artistes. Il y avait à l'époque des jeunes qui étaient partis à l'école de la Martinique, à la Martinique, qui s'était monté en 81 avec l'arrivée de Jacques Lang, 81. Donc l'école de Martinique s'est ouverte. Elle a failli ouvrir ici, mais malheureusement dans le comité il y avait Martiniquais. Donc et comme il y avait l'aura de Aimé Césaire, compagnie qui était maire de la ville, compagnie, donc ça a joué énormément.
Et entre-temps, on se battait, on s'est beaucoup battu avec Rovelas et d'autres pour pouvoir avoir une école d'art ici, mais ça n'a jamais marché, malgré tout ce qu'on a pu faire. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on voulait faire les choses de façon à pouvoir booster l'art, puisqu'on sentait bien qu'il y avait des potentialités au niveau des jeunes artistes qui commençaient à arriver de l'école, et puis d'autres qui étaient sur place, qui étaient ici, qui avaient envie d'apprendre, qui avaient envie d'exposer. Donc ça se passait de manière ponctuelle. Et en 88, c'est à ce moment-là qu'on a monté avec Lucien Léogane, ma sœur, et Marie-Jolie Mouza et d'autres personnes, on a monté le groupe Koukara. Le groupe Koukara qui a pu comment dire, promouvoir un peu plus l'art en faisant des expositions, en amenant quelques personnes à l'extérieur. On a fait des expositions à l'extérieur, en Martinique, aux États-Unis, au Canada, etc. On s'est déplacé un peu. On a fait des expositions ici, un peu partout, parce qu'il y avait toujours, à part le Centre des Arts et le Minnesota qui était jamais vraiment adapté aux expositions, il n'y avait pas grand-chose comme ça, donc on se débrouillait. Et puis, en 91, après le cyclone Hugo, bon, quelques artistes se sont réunis pour discuter de comment on pourrait faire pour booster un peu l'art en Guadeloupe et donner l'opportunité à des jeunes artistes, surtout, à des potentialités de pouvoir se développer, de pouvoir avoir l'opportunité de rentrer dans ce monde-là. C'est comme ça qu'on a créé, c'est Christian Dahomey d'ailleurs qui est à l'origine avec Sambalé, Wolf Sambalé et Vital, Maurice Vital, et qui nous-mêmes, Lucien Léogane, moi-même, et je ne me rappelle pas l'origine qui était vraiment là pour nous. Et donc on a fait des réunions, et on s'est décidé à monter un festival de façon à pouvoir trouver l'opportunité de découvrir des artistes déjà, donner la chance à des jeunes créateurs de pouvoir s'exprimer. Je sentais qu'il y avait du potentiel. Donc c'est pour ça qu'on recevait tout le monde, même ceux qui n'avaient pas encore exposé, tu vois. Et c'est d'où la polémique. Et ça, ils n'ont jamais compris. Et par contre, les Martiniquais ont tout de suite compris. Tous les Martiniquais voulaient venir. Les Cubains ont tout de suite compris. Ils voulaient tout de suite venir. En parlant de Cuba, à Cuba, la personne qui faisait la sélection à Cuba, c'était la responsable de la culture à Cuba. C'est pas association nationale. Madame Yolanda Hood, qui est toujours une des plus grandes critiques d'art de la Caraïbe. La dame, c'est quelqu'un qui connaît tous les artistes. Non seulement elle les connaît personnellement, elle connaît leurs œuvres, elle connaît leur parcours, elle connaît leur démarche, mais elle connaît aussi leurs ateliers, où ils travaillent, etc. Tu vois, c'est ce genre de personnes. Il y a eu, les Martiniquais, je t'ai dit, ensuite il y a eu, les Barbadiens, les Dominicains, les Dominiquais, tout le monde était là. Toute la Caraïbe était là. Toute la Caraïbe était là. Il manquait quoi, Curaçao? Il manquait peut-être 2 ou 3 îles comme ça, mais toute la Caraïbe était là. Toute la Caraïbe était représentée. Saint-Domingue était représenté par la représentante de l'État, qui faisait son choix, qui faisait sa sélection. Mais à Saint-Domingue, on n'avait pas seulement la sélection officielle. On avait la sélection de dissidents. C'est un artiste qui faisait une biennale marron, si on veut dire, à Saint-Domingue, et qui était là chaque année. Et qui lui-même avait sa biennale
à Saint-Domingue. Donc, imagine un peu la rencontre de ces deux personnes-là. Il y avait toujours quand ils se rencontraient, c'était toujours le conflit, c'était toujours, pas la guerre, mais enfin, dans les réunions, c'était chaud, quoi. C'était intéressant parce que on avait tous les représentants de Saint-Domingue, des plus grands artistes sélectionnés par cette dame, et les plus grands artistes qui n'étaient pas reconnus officiellement. À Dominique, c'est pareil, on avait les représentants de Dominique, on avait en Haïti. Comment on a pu avoir Haïti? Parce qu'il y avait, avec nous, il y avait Maurice Vital. Maurice Vital, c'est un des plus grands artistes haïtiens de l'époque. Et toujours. Il y avait Sambalé. Mais, nous, on voulait avoir Doda, qui était à l'époque un artiste qui était en train d'émerger, qui était déjà un grand artiste en Haïti. Jeune artiste à l'époque, comme nous-mêmes. Et j'ai fait sa connaissance à Curaçao. Parce qu'on a eu, on a commencé Indigo en 91, et en 93, il y avait le rassemblement qui s'appelait Caribart, à Curaçao. Je sais pas si tu connais. Caribart rassemblait 200 artistes. Il y avait 200 artistes. Un tableau par artiste. Un tableau par artiste. Toute la Caraïbe était là. Toute la Caraïbe. Même la petite île qui est un rocher comme ça, au sud, là, j'oublie comment elle s'appelle, avait un artiste. Mais en fait, c'était un très jeune homme, très jeune garçon. Il devait avoir à l'époque 20-21 ans. Mais tout le monde était là. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Philippe Dodard, un des plus grands artistes haïtiens. Philippe Dodard, c'est le mec, s'il fait une expédition à Singapour, par exemple, avant qu'il commence à travailler, ses tableaux sont déjà vendus. Tu vois, le mec était là avec nous à Indigo. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai invité. Je l'ai invité qu'on était à Curaçao. J'ai fait sa connaissance à Curaçao. Et on avait comme haïtien, on avait que Sambalé et Maurice qui vivait ici. Maurice qui était là depuis 86 pour la première manifestation artistique en 86, le Festag. Et il est resté après. Donc, j'ai demandé à Philippe, quand il fait sa connaissance, on a beaucoup discuté avec Gérald Alexis, et je leur ai demandé si ça les intéressait. Ils m'ont dit tout de suite oui, sans problème. Et figure-toi qu'à l'époque, il y avait tous les événements qui se passaient en Haïti, c'était la guerre ou quoi. Physique, pas rien, c'était compliqué pour téléphoner. J'arrivais à avoir Philippe comme ça, ou bien c'est Christian Dahomey qui arrivait à l'avoir, et finalement, il a pu dire oui, il est venu. Premier Indigo, 94, il est venu. Non, il est venu, oui, 13 ou 94, je ne m'appelle pas. Et sans problème. Dedans, un grand artiste haïtien, machin, le mec, on faisait une fresque chaque année sur Indigo, le mec il est là, il était avec tout le monde en train de faire la fresque. Le mec est connu du monde entier. Et tu as des artistes ici, ils te disent, ouais, bon, c'est des mecs, bon, il y a des peintres que tu sais, bon, c'est pas ça, pas comme ça qu'il fallait faire ça, etc. Pourquoi on a fait ça? On a invité aussi, comme disait l'autre là, on a invité des gens qui n'étaient pas du tout artistes, qui étaient des artisans. Et moi, j'avais en vue particulièrement un de ces artisans, parce que je sentais qu'il avait un potentiel. Je sentais qu'il avait un potentiel, je l'ai invité. Personne ne voulait lui. C'est le groupe Koukara qui a décidé avec Christian Dahomey et le groupe Koukara, nous étions d'accord à le faire venir. Parce que sinon, on a beaucoup discuté, savoir si on invitait les artisans. Et on a décidé, on est des artisans, parce que parmi eux, il peut y avoir une potentialité. Et c'était un des buts de Indigo. Le but d'Indigo, c'était pas de faire une monstration d'artistes arrivés déjà, qui ont une notoriété, qui, aller faire des grands discours,
conceptuel, trop bon. Donc, moi, personnellement, je suis fier d'avoir fait découvrir un des artistes, un des plus grands artistes actuels de la Guadeloupe, Ariel Chico. Non? Si au moins j'en ai fait un, j'en ai fait plus qu'un, Ariel Chico. Il y en a 2 ou 3. Mais c'est celui-là, parce qu'il a allé très loin. Tu comprends? Donc, c'était ça l'idée. Quand tu invites Télémac, je passais mes journées avec Télémac. C'est moi qui allais le chercher, le déposer. Si vous voulez aller boire un coup, on allait boire un coup, etc., etc. Le mec est simple. Il se pose pas de problème parce qu'il a des artistes là qui sont, au contraire, le mec, on parlait de ça. Le mec est content de voir qu'il y a autant d'artistes en Guadeloupe. La preuve, c'est qu'il est retourné après à la Biennale de Bémao. Il a été invité. Donc, tout ça, tu vois, tout ça, c'est des polémiques inutiles concernant Indigo. Mais le gros, quand même, des artistes de la population a bien compris le rôle d'Indigo. Et surtout, ce qui me fait plus plaisir, c'est que tous les artistes qui ont participé à Indigo, quand Indigo a coulé, ils m'ont tous appelé. Simone et moi, ma soeur, ils m'ont tous appelé. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous revenez pas? Mais revenez. On leur a dit non, c'est pas possible. On peut pas revenir comme ça. Il y a des artistes en Guadeloupe, le monde artistique en Guadeloupe est pourri à cette époque-là. Il y a trop de gens qui pensent qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Et ils n'ont aucune idée de ce qui se fait, comment ça se fait, et pourquoi on le fait. Donc, si tu veux, bon, nous, à un moment, comment Indigo s'est terminé, c'est que le groupe Koukara, on faisait partie du staff. Et Christian Dahomey, qui avait déjà fait 2 ans, m'a appelé pour me demander si je voulais le remplacer en tant que directeur. Je lui ai dit que le directeur, je n'aimais pas ce rôle de directeur. Je préfère plutôt un rôle de terrain, voir les artistes, faire autre chose, organiser, faire le montage, etc. Donc, il a appelé Simone, c'est Simone va aimer ce rôle-là, et effectivement, elle a accepté. Et comme Simone, c'est quelqu'un de très carré, elle a mis les choses bien carrées, quoi. Et le festival a pu prendre une autre dimension. C'est à ce moment-là qu'on a pu inviter Télémac, par exemple, entre autres. Il y a eu Belkis machin, je ne me rappelle pas le nom de tous les artistes, mais il y a eu du beau monde. On a même pu inviter, c'est Christian Dahomey qui a pu l'avoir, on a pu inviter à l'époque la directrice de la revue Simez de Paris, qui est venue à Dico en 95. Tu vois? Donc elle était très contente. Il y a eu des choses bon, qu'elle a critiquées, bien sûr. On n'est pas parfait. Mais elle a passé un très beau séjour, on a beaucoup discuté, etc. Ça a été. Je peux te dire que des gens qui ont accepté de venir sans état d'âme, quoi. Et ensuite, après 95 même, on a commencé à comprendre qu'il y avait une espèce de complot. Pour dire que oui, ceux qui dirigeaient, dont Simone, étaient trop carrés, ça n'allait pas, machin, etc. Donc, enfin, il y a énormément de choses qui se sont passées. Je ne peux pas expliquer là en détail. Mais tout ça venait d'un seul artiste qui a déclenché le truc. C'est le même artiste qui voulait être directeur ou président de l'association. Et finalement, il n'a pas été à la hauteur. Parce qu'il a plus foutu la merde quand il est devenu président, si bien que Christian Dahomey lui-même, qui avait soutenu, avec d'autres artistes, avec la majorité des artistes, je dirais, m'appelle un jour, un dimanche,
Pour dire, Claudie, vous aviez raison, tel, c'est lui qui fout le bordel. On n'avait pas compris à l'époque, tu m'en avais parlé. Bon, est-ce que vous vouliez retourner? Parce que sans vous, ça ne va pas marcher. Je lui ai dit non, il n'est pas question de retourner. La manière dont ça s'est passé, c'était trop trash, quoi. Non, on ne peut pas retourner dans ce truc-là. Nettoyez vos affaires et puis après on verra. Ils ont fait 2 années, plus ou moins bancales. Tous les artistes n'étaient pas contents d'ailleurs. C'est des années qui sont passées. Ils ne l'ont pas dit en gros, mais ils sont venus me le dire. On me demandait de retourner avec mon équipe. Et les gens de la Caraïbe nous ont appelés. Martinique nous a appelés. Cuba nous a appelés. Yolanda nous a appelés. Saint-Domingue, partout. Ils nous ont appelés pour nous dire de retourner. C'est vous qui faites marcher Indigo. Retournez. On leur a dit non. On leur a expliqué pourquoi on ne retourne pas. Tant que les artistes ne comprendront pas que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, on ne retourne pas.